Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, Je suis là. Bonjour. Dimitri. Alors, est-ce Désolé. que tu peux mettre la première slide? Et oui. Tu peux déjà commencer à partager. Je vois qu'on a déjà un peu de monde de connecté. Merci à tous d'être avec nous ce matin pour ce premier talk de rentrée. De notre côté, on est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir. Donc, bienvenue à tous. On va attendre une petite minute que tout le monde nous rejoigne. En attendant, n'hésitez pas à nous dire si de votre côté tout fonctionne, la vidéo, le micro, si vous voyez bien également notre écran. Je vous laisse me répondre dans le chat. Merci Cyril, c'est top. Merci Faustine, bienvenue. Je vois notamment qu'il y a pas mal de nos clients qui se sont connectés aujourd'hui, donc merci à vous. Je vois également qu'il y a des personnes qui nous suivent depuis un petit moment aussi, donc encore merci parce que c'est vrai qu'on le dit pas assez souvent, mais c'est vraiment ce qui nous anime à l'agence dans nos contenus, donc encore merci. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas et qui ne connaissent pas les talks et qui vont nous découvrir au travers de ce format, c'est vrai que les talks, pour vous recontextualiser un petit peu la genèse de ce contenu, c'était auparavant des petits déjeuners conférences qu'on faisait chez nous à l'agence. Malheureusement, le Covid est arrivé et on a dû s'adapter. Mais c'est pas plus mal parce qu'on a réussi à faire perdurer ce format-là et vraiment on y tenait pour vous, mais pour nous aussi parce qu'on a à cœur de continuer à partager et à échanger autour de nos expertises. Donc on a aussi eu le plaisir de voir qu'on pouvait interagir aussi avec plus de personnes, des personnes qui sont également aussi en province. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise. Et donc aujourd'hui, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, on va échanger autour de la rédaction SEO. Et pour ça, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir deux maîtres du référencement naturel qui sont avec nous et qui sont Dimitri et Benjamin. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Benjamin, je vais être très mal élevé. Je vais commencer du coup à prendre la parole. Alors, pour vous prévenir, moi, je présente, donc je ne vois absolument rien. Je parle vraiment à un écran blanc pour l'instant, voilà, avec marqué un L et un talk. Donc, je ne vois pas les jeux de regard. Benjamin, si jamais tu veux passer une slide, il faudra que tu me le dises. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Dimitri Skandaletos. Je suis responsable web marketing de l'agence depuis bientôt 8 ans, à quelques jours près. Et effectivement, moi, ça fait depuis 8 ans que je développe le pôle web marketing et qu'on s'appuie sur quelques expertises, l'analyse de data, le SEO, le SIA, les réseaux sociaux, enfin tout ce qui permet aujourd'hui de développer une stratégie web marketing viable. Et c'est évidemment avec plaisir qu'on a des collaborateurs expérimentés avec beaucoup de valeur, dont notamment Benjamin. Merci Dimitri. Donc bonjour à tous, moi je suis Benjamin, je suis traffic manager à l'agence et je collabore avec Dimitri au quotidien pour développer des stratégies de contenu. Et au cours de ces projets, on a l'occasion de réfléchir au SEO et notamment à comment optimiser des contenus pour Google et surtout des articles de blog. Donc aujourd'hui, on va vous accompagner pour vous expliquer tout ça. Merci Benjamin. Et donc moi je suis Naomi, donc je suis notamment en charge de tous les contenus à l'agence et donc notamment de l'organisation de ces talks. J'en profite pour faire passer un petit message. Si certains ont des idées de sujets pour les prochains talks, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera vraiment avec grand plaisir qu'on échangera autour de votre sujet et pourquoi pas le co-construire ensemble. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, rapide présentation de Limpide et de qui on est. Dimitri, si tu peux passer la slide. Bien sûr. Merci beaucoup. Limpide, on se définit comme créateur d'expériences digitales. Ça, on le fait au travers d'une méthodologie en 4 étapes que certains d'entre vous connaissent, mesurer, définir, designer et promouvoir l'expérience.
c'est vraiment une méthodologie aujourd'hui qui est basée sur les utilisateurs et qui est basée sur de la performance. Cette méthodologie, elle est également portée par une trentaine de personnes à l'agence, composée d'une multitude d'expertises. On travaille avec des consultants UX, des designers UX, UI, avec des développeurs également. On a également un pôle de gestion de projet qui s'assure que les projets soient fluides et que tout se passe pour le mieux. On a également un pôle trafic et data qui est très bien représenté aujourd'hui avec Benjamin et Dimitri, et également un pôle commercial que je représente également avec grande joie aujourd'hui. Certains le savent déjà, on partage beaucoup, on a vraiment à cœur d'échanger avec vous sur nos métiers. Ça, on le fait au travers de nos différents contenus. Et c'est notamment ce qui nous a poussé aussi à nous faire certifier Datadoc pour devenir organisme de formation. Donc, on forme principalement sur du traffic management ou bien sur du product management. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si éventuellement il y a des besoins ou il y a des questions sur ces formations-là. Nous, on sera heureux de pouvoir vous présenter tout ce qu'on fait à l'agence. Dimitri, peux-tu passer la prochaine slide? Merci beaucoup. Limpide, c'est aussi 2 pôles de compétences qui bien sûr se complètent. Dans un premier temps, on a tout ce qui touche au métier de l'expérience utilisateur avec donc on vient faire des audits data, des audits comportementaux, faire des interviews, des tests utilisateurs. Tous ces éléments-là vont nous permettre finalement de venir objectiver par de la data pour pouvoir projeter une nouvelle expérience et ainsi la designer. Ensuite, on a tout ce qui touche un peu plus au métier du branding et de la communication au travers de programmes d'identité, de supports de communication, mettre en place également des stratégies d'acquisition avec notamment Dimitri et Benjamin, et également mettre en place des dispositifs d'onboarding. C'est vraiment tout ce qui nous permet au final de faire vivre une marque sur le digital. Dimitri, je te laisse passer à la prochaine slide. Donc aujourd'hui, le sujet, comment écrire un article de blog optimisé pour Google. Vraiment, on va vous partager avec Dimitri et Benjamin toutes nos bonnes pratiques pour une bonne indexation sur les moteurs de recherche. J'en profite pour vous dire vraiment ne pas hésiter à poser toutes vos questions tout du long. On y répondra avec grand plaisir. On prendra également 5 à 10 minutes à la fin si des personnes souhaitent aborder des problématiques ou des sujets précis. Et j'en profite également pour vous faire un petit teasing pour la fin du talk. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à rester le plus longtemps possible parce qu'avec Dimitri et Benjamin, on vous a réservé une petite surprise. Je n'en dis pas plus. Dimitri et Benjamin, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Naomi, pour cette introduction. Alors effectivement, aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer comment écrire un article de blog qui soit optimisé pour Google. Alors, ce qu'on ne va pas faire du tout aujourd'hui, je vais plutôt commencer par là, comme ça on va vraiment pouvoir délimiter le périmètre. On ne va pas vous expliquer comment rédiger un article d'un point de vue stylistique. On ne va pas vous expliquer quel type de grammaire utiliser, quelle ligne éditoriale adopter. Ça, c'est évidemment propre à chaque marque. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur le lien entre du texte et la façon dont Google va pouvoir l'indexer. Et l'objectif, c'est de vous délivrer tous les secrets, en tout cas une grande partie des secrets, qui permettent à un article de pouvoir remonter dans les moteurs de recherche et idéalement aller chercher la position 1, voire la position 0, c'est-à-dire tout en haut des moteurs de recherche. On va parler d'articles pour faciliter le sujet. En réalité, on pourrait vous expliquer comment écrire une page optimisée pour Google, comment écrire un livre blanc optimisé pour Google. En fait, toute zone de texte qui puisse être indexée. Alors, avant de comprendre comment est-ce qu'on peut écrire un article optimisé pour Google, il faut dans un premier temps comprendre ce qu'est un article performant pour Google. Un article performant pour Google, c'est avant tout une page et une structure de site qui soit performante. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une bonne structure de site. Une structure qui soit au final tout à fait lisible par Google pour les robots de Google. Donc, ça va vraiment de pair. Si vous avez un site qui techniquement est mauvais, c'est comme essayer de retenir de l'eau avec une passoire, vous y arriverez que partiellement et à la fin, il ne restera plus rien. Ça, c'est vraiment pour la partie technique. Ensuite, il faut évidemment que votre sujet soit consulté. Si vous décidez de prendre la parole sur un sujet très technique où vous savez qu'il y a très peu de recherches mensuelles, ou en tout cas très peu d'utilisateurs qui vont rechercher ce terme-là,
vous avez beau être en position 1, si vous avez 10 personnes qui recherchent par mois, vous allez avoir très très peu de trafic. Donc il va falloir trouver un sujet qui soit consulté et qui corresponde évidemment à votre marque et à votre discours d'entreprise. Et ensuite, l'autre point, c'est logiquement qu'il soit performant dans la durée. On va éviter d'essayer de faire des sujets de saisonnalité, d'expliquer quelle est la meilleure option pour le mois d'octobre 2021, sachant qu'au mois de novembre 2021, ce sera caduc. On va vraiment essayer de trouver des articles qui peuvent s'écouler dans le temps et qui soient forcément pérennes. Pourquoi est-ce qu'on va chercher des articles qui fonctionnent dans la durée? Parce qu'on sait qu'un article qui est optimisé pour Google va avoir plusieurs phases. Il y a toujours une phase de buzz qui est, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ce mot-là, peut-être depuis avril 2016 d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a ce graphique. En fait, quand vous sortez un article ou une page, vous allez profiter de l'ensemble de vos canaux web marketing pour le publier et donc pour générer du trafic. Ici, on a évidemment la courbe qui le démontre. Vous allez publier votre article sur les réseaux sociaux, vous allez l'envoyer dans votre newsletter, vous allez peut-être même le mettre en signature d'adresse email, et puis vous allez aussi le partager par mail, voilà, ou le diffuser. Donc vous allez forcément avoir un pic de session qui va être très fort. L'idée et tout l'enjeu, c'est d'être capable de pouvoir ensuite pérenniser et avoir un trafic qui soit, grâce à Google, un trafic qui soit croissant. Ce qu'on voit très souvent, c'est qu'on a souvent ce pic qui va apparaître et puis ensuite, on va rester très plat. Un article optimisé pour Google a un trafic continu à travers le temps puisqu'il permet, mois après mois, de générer de plus en plus de sessions et de plus en plus de trafic qui viennent pas des réseaux sociaux, pardon, mais des moteurs de recherche. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va rechercher. Et cet exercice-là, pour essayer d'identifier quelles sont en réalité les pages de contenu qui vous drainent du trafic, c'est aussi de regarder ces pages-là et de voir si elles sont croissantes à travers le temps ou pas. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous délivrer la méthode d'un point de vue vraiment référencement naturel qui permette d'atteindre des courbes de croissance de cette même manière-là. Pour information, nous, c'est quelque chose qu'on a expérimenté au sein de l'agence. Et aujourd'hui, on a un blog, vous avez peut-être connu comme ça d'ailleurs, on a un blog qui est à peu près à une croissance qui n'est pas incroyable, mais qui est vraiment très stable. On a à peu près 5% de trafic, une augmentation de 5% par mois de trafic organique qui nous permet aujourd'hui d'avoir entre 7 et 8 000 visiteurs mensuels par mois qui ne connaît pas l'agence, qui ne connaît pas Limpide, qui vraiment arrive par des mots-clés d'acquisition. Voilà. C'est un travail qu'on a entrepris depuis 2019 et qui nous permet aujourd'hui, même 2018, pardon, qui nous permet aujourd'hui, au bout de 3 ans, d'avoir un trafic très stable et d'augmenter notre génération de prospects, notre notoriété, notre visibilité et même sur la partie recrutement. Donc, c'est vraiment vecteur de très bonnes choses pour l'agence que de développer ce type de projet avec cette méthodologie-là. En sommaire, on va découper ça en 3 grandes parties. Dans un premier temps, on va parler du choix de l'article, ou en tout cas du choix de la page. Comment est-ce qu'on peut choisir un article, puisqu'au final, l'optimisation commence dès le choix de l'article. Je vous le disais tout à l'heure, il faut un sujet consulté. Ça, il va falloir être capable d'identifier ce qu'est un article consulté ou pas. Ensuite, il y a l'aspect rédaction de l'article, plutôt dans l'aspect constitutionnel, pas dans l'aspect rédaction éditoriale, mais plutôt dans l'aspect structurel, d'avoir des titres, d'avoir des images, etc. Et ensuite, le dernier point qui est souvent négligé, qui est la publication de l'article, puisque une fois qu'on a rédigé notre article, souvent on pense que le travail est fait, on se dit souvent job is done, c'est bon, je vais avoir du trafic, alors qu'en réalité, il y a toute une couche derrière d'optimisation pour réussir à bien remonter sur les moteurs de recherche. Benjamin, tu nous expliques comment bien choisir un article? Avec plaisir. Je te propose qu'on passe directement à la slide suivante. Alors, quand vous allez vouloir rédiger un article, la première chose à faire, ça va être sélectionner une thématique. Et cette thématique, comme l'évoquait Dimitri un peu plus tôt, il faut qu'elle découle directement de votre métier. Il faut qu'elle soit cohérente avec votre activité. Il ne faut pas vraiment essayer d'être dans une logique de buzz temporaire. Exemple, si nous, en tant qu'agence, on rédigeait un article sur le débat Mélenchon-Zemmour, ce ne serait pas une bonne idée.
Mieux vaut avoir quelque chose qui fasse vraiment sens. Euh, alors, une fois que vous avez identifié votre thématique, donc exemple, nous, en tant qu'agence, ça pourrait être l'expérience utilisateur, le web marketing, euh, par exemple, euh, il va falloir choisir le mot-clé. Alors, vous pouvez imaginer que dans chacune des thématiques, vous allez avoir toute une multiplicité de mots-clés que vous allez pouvoir intégrer. Et en fait, tout un ensemble de mots-clés dans une thématique, c'est ce qui va constituer, pour parler un peu théoriquement, ce qu'on appelle un cocon sémantique. Euh, Ce choix du mot-clé, il est super important et c'est aussi ce qui va donner la substance de votre contenu, de votre article. Et on va vous montrer des exemples concrets tout de suite. Alors, on ne voit pas très bien, mais là, par exemple, vous avez une visualisation de l'outil Ubersuggest, qui est un gratuit qui a été développé par Neil Patel et qui permet de consulter des mots-clés en tapant votre thématique. Donc, vous rentrez vraiment votre thématique, exemple expérience utilisateur, et puis là, vous allez avoir toute une liste de mots-clés que vous pourriez investir. Ce qu'il faut accepter, c'est qu'un mot-clé, ça ne se détermine pas au feeling. On ne peut pas se dire, OK, moi, je suis une agence web, je suis légitime sur vente site web Paris, allez go. En fait, il faut vraiment aller chercher avec des outils comme ceci les mots qui ont été suffisamment tapés dans les moteurs de recherche par les internautes pour être reconnus comme mots-clés par les algorithmes. Et donc, dans ces outils-là, vous allez avoir plusieurs colonnes, à chaque fois le mot à gauche. Ensuite, vous allez avoir le volume. Le volume, c'est très intéressant, c'est ce qui vous indique le nombre de fois où le mot-clé est tapé par mois dans Google. Après, vous avez des colonnes qui ne sont pas très intéressantes pour notre talk, mais vous avez la toute dernière colonne à droite qui, elle, est intéressante, c'est le niveau de concurrence SEO. Alors, deux choses. D'abord, ce qui va être important, c'est de trouver un mot-clé qui a un volume de recherche assez élevé pour vous apporter du trafic. Et dans le meilleur des mondes, un mot-clé qui a un degré de concurrence plutôt faible. Et vous allez vous apercevoir que ces mots-clés avec des volumes élevés et une concurrence faible, ils sont rares. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de vraiment prendre le temps d'en trouver. Et plus vous aurez un SEO qui sera développé, plus vous serez populaire pour Google, plus vous pourrez vous permettre de vous positionner sur des mots-clés concurrentiels. Voilà la logique pour les mots-clés et la thématique. La thématique, vous la définissez en fonction de votre activité. Et le mot-clé, il faut bien s'aider d'un outil parce que tout mot ou toute expression n'est pas un mot-clé pour Google. Et Benjamin, on peut aussi se servir de Google, tout simplement, pour aller récupérer des idées aussi de mots-clés associés. Complètement, puisque là, on vous parle de mots-clés. Alors, il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle le mot-clé principal et les mots-clés secondaires. Le mot-clé principal, il faut imaginer que c'est le mot qui va figurer dans le titre de votre article, tout simplement, concrètement. Mais alors, pour aller renforcer la sémantique de votre page et envoyer des signaux positifs à Google, vous pouvez ajouter des mots-clés secondaires. Et ces mots-clés secondaires, vous allez pouvoir les identifier simplement en tapant votre mot-clé principal dans la barre de recherche. Alors, vous voyez, vous avez souvent ces blocs « Autres questions posées ». Là, par exemple, on a tapé expérience utilisateur. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'une bonne expérience utilisateur? C'est quoi user experience? Comment améliorer l'expérience utilisateur? Ou alors, à droite, tout en bas de page, vous avez le bloc recherche associée, expérience utilisateur synonyme. On parle aussi de définition, expérience utilisateur ISO. Donc, tout ça, c'est des choses analysées, repérées à l'intérieur dans votre article pour qu'ils soient encore plus performants. Merci Ben. Tu nous parles maintenant de la rédaction? On rentre dans le dur? Allez, c'est parti, on rentre dans le dur. On va pouvoir directement passer à la slide suivante. Dans un premier temps, il va falloir définir la nature de l'article. Alors, quand on parle de nature, on parle vraiment de format. Parfois, vous allez devoir rédiger un article de fond. Parfois, vous allez devoir rédiger un top 10. Parfois, vous allez devoir rédiger une interview. Et ça, pour le définir, on vous conseille d'aller taper tout simplement le mot-clé que vous ciblez dans Google et d'analyser les formats qui ressortent en premier, puisque si ces formats sont légitimes et ressortent en premier, ça signifie que c'est ce qui est attendu par Google et même par les internautes.
Donc ça, c'est pour l'échelle macro, vraiment la nature, le format. Et puis après, ce qui va être intéressant, c'est aussi d'aller creuser en détail comment sont constitués les contenus en cliquant dessus et en analysant leur plan. Donc ça, c'est vraiment un exercice comme celui qu'on faisait quand on était au lycée ou à l'université. Hein. C'est vraiment analyser comment sont constitués les grands 1, grand 2, petit 1, petit 2, et puis analyser tout ce qui a été évoqué et expliqué afin de pouvoir faire pareil, mais en mieux, et avoir sa valeur ajoutée en ajoutant de nouveaux paragraphes. Hein. C'est vraiment ça la mécanique SEO, c'est reproduire les bonnes pratiques mais toujours aller plus loin et toujours faire mieux. Et ça fait un moment que les gens font du SEO. Alors croyez-moi, c'est toujours une bonne réflexion d'essayer de faire mieux qu'un leader qui est positionné avec un contenu de 2000 mots et qui délivre de super informations. Mais les résultats sont très bons en général et c'est long terme, comme vous disait Dimitri plus tôt. Et donc, il y a aussi une notion de quantité qui est intéressante à évoquer. Il faut savoir qu'on est quand même aujourd'hui à l'ère de la qualité. Pour dépasser un concurrent organique, donc un concurrent SEO qui serait en première position, il faut faire plus qualitatif, mais il faut aussi faire plus quantitatif dans l'idéal. Moins de 300 mots, votre article en général, il sera même pas référencé. Et voilà, vous voyez, c'est assez parlant. Hein. En général, un article qui tombe dans les premiers résultats et contient à peu près 2000 mots. Donc, c'est un contenu long. De 2000 mots, c'est vraiment assez long. Vous pouvez faire l'exercice avec un générateur de mots. Vous verrez, c'est quand même assez dense. Et quoi qu'il en soit, on vous conseille de dépasser 1200. Mais si vous voulez vraiment faire ça aux petits oignons, comptez le nombre de mots des articles qui sont positionnés top 1 et dépasser ce nombre de mots en faisant plus qualitatif. Et alors après, il y a aussi une notion d'optimisation sur la répétition du mot-clé. Dans le meilleur des mondes, vous pouvez essayer de mettre votre mot-clé principal au moins une fois tous les 100 mots. Si ça vous semble lourd, bien sûr, ne le faites pas. Mais gardez ça en tête, ça vous mettra dans une logique d'optimisation SEO. Encore une fois, il vaut mieux faire du qualitatif que du quantitatif et de la suroptimisation aujourd'hui, mais c'est un bon cap. Et puis, bien sûr, utilisez vos mots-clés secondaires, et cela, c'est plus simple. Il faut juste essayer de les mettre une fois chacun dans votre article. On peut passer à la suite. Ici, vous voyez un exemple de capture d'écran de la page de résultats de Google sur le terme expérience utilisateur. Et puis, pour faire écho à ce que je vous racontais juste avant, vous voyez tout de suite ce qui ressort. C'est des articles de fond et c'est de la définition. Qu'est-ce que l'UX, l'expérience utilisateur? Expérience utilisateur, définition marketing. Donc déjà, on a une première information sur la nature. On sait que si on veut se positionner sur ce mot, il va falloir être solide en définition. Et on voit qu'il y a Wikipédia. Alors on se dit, déjà, quand il y a Wikipédia, il va falloir faire du mot, ça fait peur. Mais il ne faut pas que ça fasse peur, on peut y aller. Et faire plus qualitatif. J'attends que ça s'affiche. Voilà. Alors, il y a une autre notion qui est intéressante, c'est la structure de l'article. Vous avez très certainement entendu parler des fameuses balises HTML H1, H2, H3. Donc, tout simplement, ce sont des niveaux de titres. Là, ce à quoi il faut veiller, c'est que les développeurs qui créent votre site Internet, dans le back-office, prévoient bien qu'un titre de niveau 1 soit ce qu'on appelle un H1, un titre de niveau 2 soit un H2, etc., etc. Et ça, c'est des balises HTML qui vont permettre de signaler à Google que des zones de votre article sont importantes, tout simplement. Et en configurant votre mot-clé principal dans votre H1, vous allez vraiment alerter immédiatement Google en lui disant « voilà de quoi est mon article ». Et il y a d'autres balises qu'on va évoquer plus tard dans ce talk, mais celles-ci sont vraiment importantes à connaître. Mais si vous êtes un producteur de contenu, en théorie, vous n'avez pas à les coder vous-même à la main, à les baliser en code HTML. C'est vraiment des choses qui doivent être prévues au niveau du back-office. Par exemple, si vous êtes sur WordPress, vous allez juste créer un titre et l'enseigner. Vous pouvez quand même vous amuser à aller dans le code pour vérifier si ce sont bien des H1, H2, H3, puisque si ce n'est pas le cas, vous risquez d'être pénalisé. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors, maintenant, on va voir tout un ensemble de choses qu'on peut optimiser sur une page. D'abord, les mots-clés en gras. Il existe une balise toute simple qui permet d'avoir un mot en gras, c'est la balise Bolt, et elle est purement stylistique. Nous, ce qui nous intéresse en SEO, c'est la balise Strong, qui va permettre d'avoir un mot-clé en gras, mais qui va aussi aller indiquer à Google
que c'est un mot important pour le SEO. Là, encore une fois, de votre côté, il faut simplement veiller à ce que votre back-office soit bien développé et que lorsque vous mettez un mot en gras, ce soit du strong qui est appliqué. Vraiment, c'est un travail à faire avec vos développeurs, comme ce qu'on vous disait précédemment sur les balises HTML, H1, H2, etc. Et alors, il faut vraiment essayer de mettre du strong sur vos mots-clés principaux et vos mots-clés secondaires, systématiquement. Vous pouvez aussi mettre du strong sur des éléments qui vous paraissent simplement intéressants en termes de message, que ça permet vraiment de rythmer un article. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, puisqu'après, on va tendre dans l'édito. Et aujourd'hui, on est là pour parler de SEO. Alors, on va parler d'image maintenant. La fameuse balise alt. Donc, la balise alt, elle sert à indiquer à Google de nos jours, puisqu'avant, c'était surtout utilisé pour faire de l'accessibilité, aller indiquer aux personnes qui étaient malentendantes à quoi correspond une image. Mais de plus en plus, c'est quelque chose qui est optimisé pour faire du référencement naturel. C'était plutôt des malvoyants, Ben, non, plutôt. Parce que si une malentendante. Enfin, bon. Ah oui, merci Dimitri. C'est pour l'image. Merci Dimitri de m'avoir repris, en effet. Et donc, en indiquant votre mot-clé en alt, donc en fait, au moment où vous allez uploader une image dans votre back-office, dans votre article, là, on va vous proposer de remplir ce champ. C'est tout simple. Et d'ailleurs, on peut aller sur la slide suivante. On a un exemple tout de suite qui va matérialiser ce que je vous raconte. Vous voyez le petit champ, la texte alternatif. Vous allez pouvoir le renseigner. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de le mettre sur au moins, de mettre votre mot-clé dans au moins la moitié des visuels de votre contenu, mais de pas forcément les mettre partout, parce que sinon vous risquez d'être dans la suroptimisation. Je vous recommanderais même de mettre votre mot-clé exactement tel qu'il est identifié sur la première image du contenu, et après de plutôt mettre des synonymes. Donc là, exemple, infographie RGPD 2018 limpide, vous le mettez sur la première image, et puis sur une deuxième image, vous pourriez mettre illustration, règlement, protection des données. Comme ça, vous n'êtes pas trop dans la surcharge, et Google ne va pas se dire, là, c'est des petits filous qui sont en train d'essayer de m'avoir, ils font vraiment pas quelque chose de qualitatif. Voilà. Liens. Alors, les liens, c'est très important, c'est cette fameuse notion de maillage interne, maillage externe. On va d'abord parler des liens internes. Ça, c'est important aussi d'un point de vue expérience utilisateur. Si vous créez des articles, des contenus éditoriaux afin de vous faire connaître et in fine de faire découvrir l'offre que vous portez, ça va être très important le maillage interne. Quand vous allez publier un contenu, surtout mettez un lien vers la page offre qui fait écho à ce contenu éditorial. Et puis aussi, faites des liens avec les autres articles connexes, des sujets qui sont autour de la même thématique. Pour revenir à cette notion de thématique qu'on évoquait au départ, il faut que les articles d'une même thématique soient tous liés entre eux. Et alors après, les liens externes aussi sont importants. Vous pouvez en mettre, admettons qu'à un moment donné dans votre article, vous développez un sujet, mais vous n'avez pas envie de trop le développer, n'hésitez pas à mettre un lien vers un contenu qui vraiment développe ça à fond. Ça va augmenter la qualité de votre article en termes d'information, de renseignements. Je vous conseille pour tous ces liens internes et externes d'ailleurs d'appliquer la configuration qui consiste à ouvrir la page dans un nouvel onglet. Comme ça, vous allez vraiment conserver votre audience sur votre site internet et pas les perdre. Et alors, en plus, lorsque vous allez faire du maillage externe, donc vous allez envoyer des liens à des gens, forcément, ces acteurs du web vont l'identifier et savoir que vous parlez d'eux, et ça vous mettra dans une logique de netlinking et de développement de partenariat. Et ça, c'est une notion du SEO qu'on n'évoquera pas, qu'on ne creusera pas aujourd'hui, mais qui est aussi très importante, le netlinking. Et maintenant, on va parler de duplicate content. Alors, le duplicate, c'est très simple. Vous avez des outils qui vous permettent de déterminer si le contenu que vous indiquez dans votre article est similaire à celui d'un autre contenu sur le web. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez vouloir rédiger un article, vous allez vous sourcer. Donc forcément, vous allez repérer des choses intéressantes à dire qui existent sur d'autres sites. Il faut vraiment le digérer, l'analyser et le réexploiter, mais en proposant quelque chose de nouveau,
puisqu'on a quelque chose qui existe qui n'est pas le duplicate content, mais le near duplicate content. Et Google est capable de flaguer si vous racontez à peu près la même chose. Donc, essayez vraiment d'avoir une valeur ajoutée et d'être innovant au maximum. Et vous avez des outils comme Copyscape, Dimitri en ce moment, qui vous permettent de faire ça très bien. Ce sont des gratuits et c'est vraiment incontournable cette étape de vérification. Voilà. Ici, vous avez par exemple devant vous un cas de near duplicate où sur le contenu en question est indiqué quelque chose qui ressemble à la page qu'on a demandé de contrôler. Et c'est intéressant parce qu'on parle juste de Laurent, d'équipe, d'expérience. Alors, nous, le contenu qu'on a demandé de contrôler parle aussi d'un Laurent, mais pas le même, d'expérience. Voilà, mais sur une thématique complètement différente. Donc, parfois, on peut être dans un duplicate sans vraiment s'en douter, quoi. Donc, c'est très important de contrôler. Exactement. Merci, merci Benjamin pour la partie rédaction. Je crois qu'on est au bout de cet aspect-là. Il manque la partie publication dont on parlait, la troisième et dernière partie. Donc là, vous avez vraiment réussi à structurer votre article en fonction de la thématique, des mots-clés, des balises, etc. Vous avez cliqué sur publier. Il y a encore en fait des actions à pouvoir réaliser. Parce que là, on a pris un exemple lorsqu'on va sur une page de résultats de Google. Alors, on avait fait cet exemple-là à l'époque où on parlait de RGPD et d'infographie. On avait réalisé ça pour l'agence. Et on a des résultats qui apparaissent. En fait, on a trois types d'éléments dans les résultats de recherche. On a l'URL qui apparaît en haut, le titre de la page et la partie description, qui est en réalité une métadescription. Et ces trois choses-là peuvent et doivent être optimisées. Alors, de manière très simple, la partie titre de la page, donc c'est le deuxième élément qu'on a vu, ça correspond à la balise titre. Alors tout à l'heure, Benjamin vous a parlé dans la partie rédaction du titre de votre article qui était supposé être un H1. En réalité, il faut bien discerner ce qui est une balise H1, qui est une balise de texte, et une balise title, qui est une balise de page. La balise title, c'est vraiment le titre de votre page. Ça doit être absolument amélioré, absolument optimisé. Il y a 3 optimisations principales qu'on vous propose. Essayez de ne pas dépasser 80 caractères. Donc, en fait, le nombre de caractères a été plutôt traduit. En fait, on est parti du nombre de pixels qui étaient affichés dans les résultats de Google pour en traduire un nombre de caractères, espace compris. Tout simplement, ce qu'on veut éviter de faire apparaître 3 petits points sur le titre qui viendraient tronquer le titre lorsque celui-ci est trop grand. Et c'est vraiment important d'essayer de ne pas tronquer le titre puisque sinon, ça peut réduire et nuire à l'expérience utilisateur. On va évidemment essayer de placer le mot-clé principal, puisque lorsqu'il est tapé par l'utilisateur, celui-ci va apparaître en gras dans le titre. Donc, très important de le mettre en avant. Et évidemment, d'avoir un titre unique pour chaque page pour éviter le duplicate content dont parlait Benjamin. Ensuite, il y a l'URL qui doit être optimisé. Souvent, on ne pense pas à optimiser ça. Donc, l'URL est en réalité la traduction en adresse de la balise titre. L'URL doit être optimisée. On doit essayer de la faire la plus courte possible avec des mots-clés pertinents dedans et éviter les prépositions parce que ces prépositions-là ne sont pas lues par Google dans une URL. Et évidemment, celle-ci doit être unique, mais ça, votre outil de gestion de site web vous le dira si vous avez 2 URL qui sont identiques. Et enfin, le dernier point, la balise métadescription, qui aujourd'hui n'intervient plus dans le classement puisqu'elle a été relativement abusée à partir du moment où Google prenait en compte le texte. On avait beaucoup de SEO managers qui en fait blindaient ces balises-là avec des mots-clés secondaires. Donc en fait, Google a décidé de ne plus indexer ça. Néanmoins, ça joue un rôle très important pour l'utilisateur. C'est pour ça que ça doit être un résumé du contenu. Encore une fois, ça doit être inférieur à un certain nombre de pixels qu'on a traduit ici à 156 caractères, espace compris. Et on doit avoir quand même des mots-clés d'action au début de votre métadescription qui incitent au clic. Ça, c'est très important. Et logiquement, vous vous en doutez, doit contenir votre mot-clé principal au début de la balise pour, encore une fois, apparaître en gras et être visible. On vous recommanderait aussi d'afficher dedans quelques mots-clés secondaires. Voilà, on a fait le tour de ces éléments de publication. Généralement, quand vous utilisez un WordPress, vous avez l'outil Yoast SEO qui est gratuit et qui vous permet d'optimiser ça pour chacune de vos pages. On arrive au bout de ce talk. Merci beaucoup. On voulait pour aller plus loin, évidemment, si vous avez envie de perfectionner ces éléments-là,
d'être accompagné, de rentrer dans le vif du sujet. Je peux essayer de voir, tu vois, je te dis. Pardon? Pardon, il y a eu un petit. Je pensais que quelqu'un voulait prendre la parole à ce moment-là, pourquoi pas, pour nous parler des formations. Donc, effectivement, Naomi l'a dit au début du talk, on est organisme de formation, donc nous, on est Datadoc. On a un programme de formation qui va dans le détail, qui va plus loin dans la sélection du mot-clé, dans la réalisation du cocon sémantique dont parlait Benjamin, dans la définition d'une charte éditoriale, ce qui est important pour garantir au final une constance dans la prise de parole et dans la rédaction à travers des plans détaillés et des conseils. Ça, c'est quelque chose qu'on vous propose. Et le petit cadeau dont parlait Naomi, je ne sais pas si tu veux reprendre la parole pour expliquer ce que tu voulais faire. Effectivement, tu peux passer à la slide suivante, mais comme l'a dit Dimitri, on a vraiment envie de vous aider aussi à perfectionner ce sujet-là. Et donc, pour tous les participants de ce talk, on vous propose de vous former pour monter en compétences et donc, voilà, une petite réduction sur cette formation vous attend pour les personnes qui ont des besoins. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous présenter tout simplement le programme de formation et échanger autour de vos besoins. Avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas, moi, nécessairement l'écran. Alors, n'hésitez pas justement à poser toutes vos questions, à aborder des points spécifiques si vous le souhaitez. On peut rester encore un petit peu, quelques minutes, pour y répondre. Alors, on va attendre quelques secondes. Alors, Cyril nous pose comme question, quels outils conseillez-vous pour améliorer votre stratégie SEO? Alors, il y a effectivement plusieurs outils. Benjamin, tout à l'heure, vous proposez Ubersuggest, qui est un outil réalisé par un SEO manager très connu. Nous, on utilise aussi un autre outil qui est très connu, qui s'appelle SEMrush, qui a un ensemble de fonctionnalités qui permet de savoir comment votre site est indexé, quels mots-clés travailler. Voilà, vous avez tout un tas d'outils. Il y a aussi Yoda, qui est un outil français pour l'utilisation et la recherche de mots-clés. Je crois que tous ces outils-là ont forcément un principe gratuit au début, et puis dès lors que vous montez en nombre de mots-clés et en fréquence d'utilisation, ils vous proposent des modèles un peu plus chers, en tout cas payants. Merci Dimitri. Est-ce qu'on a d'autres questions? Eh bien, je pense. Eh bien, merci beaucoup. Nous avons terminé. Merci à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou des besoins en particulier. Merci à tous. Bonne journée. Merci Cyril, merci Antoine. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, au revoir. Une fois que tu l'as fait sur site